Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation ainsi que le test de ce capteur d'humidité, capteur acheté sur AliExpress au prix de 87 centimes. Pour l'expédition, c'est comme d'habitude enveloppe à bulles et sachet antistatique. Le capteur est également livré avec un connecteur qui est actuellement raccordé sur ma breadboard pour un montage qu'on utilisera tout à l'heure. Au niveau de ses caractéristiques, donc il s'alimente sur une tension comprise entre 3,3 et 5,5 volts. Il ne comporte qu'une sortie analogique comprise entre 0 et 3 volts. C'est un capteur qu'on va donc utiliser principalement avec un Arduino. Et pour terminer, ce capteur est indiqué comme résistant à la corrosion. Au niveau de tout ce qui est composants qu'on retrouve dessus, ainsi que sa composition, sa fabrication, tout ça, et son principe de fonctionnement aussi. Donc c'est un capteur capacitif, donc qui fonctionne totalement différemment que ce type de capteur. Ce type de capteur fonctionne avec une différence de potentiel entre les deux électrodes par rapport au taux d'humidité, ce qui entraîne obligatoirement une corrosion des deux électrodes et une destruction en 3 à 4 semaines. Alors que ce capteur, lui, fonctionne avec l'effet capacitif. Donc par rapport au pourcentage d'humidité qu'il y a dans le sol, la capacité va diminuer ou augmenter par rapport au pourcentage d'humidité. Il va donc tout simplement ensuite faire varier la tension de sortie en fonction du pourcentage d'humidité. J'ai déjà fait un petit test sur ce capteur hors caméra, tout ça, avant de vous tourner cette vidéo. J'ai laissé allumer et immerger dans l'eau ce capteur pendant une semaine et il n'a pas bougé. Comme vous pourrez sûrement le constater, voilà, il n'y a rien de spécial dessus, il est totalement intact. Bon, voilà. Il n'y a pas bougé, donc c'est un très bon point pour l'instant. Après avoir dans le temps comment il pourrait se comporter sur une durée beaucoup plus longue et aussi sur un milieu autre que de l'eau du robinet. Peut-être que dans de la terre, c'est un milieu plus corrosif et plus agressif pour le capteur, ce qui peut-être entraînerait une détérioration au bout d'un certain temps. Ça serait peut-être un test intéressant aussi à effectuer. Ensuite, au niveau du PCB, tout ça, parce que c'est tout simplement un capteur sur un PCB. C'est un PCB donc double face. Alors, la partie double face n'est vraie que sur la partie supérieure, comme vous pourrez constater ici, où il y a des pistes ici. Alors après, au niveau des composants, ce sont uniquement des composants CMS. On y revient dessus tout de suite. Je vais juste avant vous montrer les deux pistes de cuivre. Donc, vous en avez une ici qui fait tout le tour et une seconde ici sur la partie centrale. Au niveau des composants, donc je vous mets ça ici et je vous fais une petite mise au point. On retrouvera donc principalement des condensateurs, des résistances. Ici nous avons une petite diode. Ici un premier circuit à 3 broches. Donc c'est tout simplement un régulateur de tension 3,3 volts de référence 662K. Et c'est tout à fait cohérent par rapport aux tensions d'alimentation que j'ai communiquées précédemment, qui sont comprises entre 3,3 et 5,5 volts. Ici nous avons un deuxième circuit à 8 broches de référence TLC 555i. Par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet, ça serait tout simplement un timer qui aurait à peu près les mêmes caractéristiques qu'un NE 555. Après, je suis pas sûr à 100% de ces informations, mais par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet, voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on va tout de suite passer donc au test de ce capteur. Pour cela, j'ai réalisé un petit montage sur la breadboard. Donc le connecteur qui est livré avec, c'est celui-ci. Donc ici, on a la fiche pour directement relier au capteur. Et ici, on a un connecteur standard, on va dire, qui s'utilise parfaitement avec ce genre de pin qui ensuite se soude parfaitement sur un petit PCB, tout ça. Donc c'est parfait. Ensuite, au niveau du câblage que j'ai réalisé ici, je vous l'explique tout de suite, mais on l'utilisera plus vers la fin. Donc ce montage est alimenté en 3,3 volts. J'ai mis mon cavalier ici en 3,3 volts. J'ai le plus qui arrive sur l'anode de la LED, qui est tout simplement la bande positive. Je ressors sur la cathode de la LED, qui est la bande négative, sur le collecteur de mon transistor, qui est juste là derrière, qui joue à cache-cache. Le transistor, c'est tout simplement un BC547. Ensuite, sur la base de mon transistor, j'ai à la fois la sortie du capteur ainsi qu'une résistance de 10 kΩ. Et sur l'émetteur de mon transistor, j'ai la masse ici, ainsi que la deuxième patte de ma résistance de 10 kΩ. Je vais tout simplement procéder donc au câblage du capteur, ainsi qu'à l'alimentation de ma breadboard avec une source 5 volts. Voilà. Dans un premier temps, on va vérifier la consommation du capteur. Pour cela, je débranche la sortie, car étant donné que j'ai une résistance assez importante sur la mesure ampère-métrique en milliampères de mon multimètre, ça fausse totalement les valeurs, donc je préfère le séparer, surtout qu'en plus cela n'a aucun impact, je veux dire que le capteur soit immergé ou pas, l'intensité consommée ne change strictement rien, donc cela conviendra parfaitement. Donc je mets sur mon calibre milliampères, ici je suis bien raccordé entre la bande COM et la bande ici milliampères, comme vous pouvez en voir juste là. Je viens donc ensuite déconnecter la masse, la bande négative du capteur, que j'ai raccordé à un autre endroit sur ma breadboard, ici, voilà. Je vais raccorder mon fil plus ici, donc sur la bande négative, la masse du capteur. Je vais raccorder la masse de mon multimètre sur la masse.
Ici, j'ai bien 0 mA consommé. Je mets sous tension. Et là, j'ai une consommation d'environ 0,8 mA, ce qui est vraiment dérisoire. Si on viendrait alimenter ce capteur avec une accu 18650, on pourrait tenir plusieurs jours sans aucun problème. Ensuite, on va tout de suite passer donc à la mesure de tension sur la sortie du capteur. Donc pour cela, j'éteins quand même mon breadboard, je reconnecte ici. Là, le capteur est au bon endroit et je viens remettre sous tension. Ma bande plus, donc directement sur la sortie du capteur. Et la bande négative. Par contre, je vais éviter de faire des conneries. Je vais directement me remettre en mode voltmètre. Voilà, parfait. Donc la sortie ici du capteur sur la bande positive et le moins directement sur la masse de ma breadboard. Donc là, j'ai bien une sortie à 3 volts. Bon, parfois, il y a des petites imprécisions au niveau des valeurs, excusez-moi. Ici, je viens me munir d'un verre d'eau et je vais venir plonger mon capteur progressivement. Donc là, je commence à l'immerger, je vais l'immerger progressivement. Là, je suis environ immergé à 25%. Je continue à l'immerger. Là, je suis immergé environ à 50%. Je continue à l'immerger. Environ à 75%. Et là, je suis immergé à 100%. Si je fais plus, je viens inonder tout simplement les composants. Donc, on voit qu'au niveau de la dynamique de tension de sortie, on n'est pas exactement ce qui est indiqué. On était censé être entre 0 et 3 volts. Et là, je suis entre 1,5 volts en quelque sorte et 3 volts. Ce qui n'est pas vraiment exact, mais bon. Après, je dis, ça, c'est pas trop grave. Avec un Arduino, n'importe quoi, on peut facilement régler les plages de tension min et max sur la sortie du capteur. Pour vraiment vérifier si c'est parce que le capteur est à vide, parce qu'il n'y a aucune charge dessus, j'ai mis ici une résistance de 10 kΩ. Bon, voilà, j'ai mis une résistance de 10 kΩ. Après, potentiellement, avec une résistance plus élevée, ça aurait peut-être été mieux. Bon, étant donné qu'on utilise régulièrement des résistances de 10 kΩ pour mettre les sorties à la masse, pour pouvoir avoir une référence, tout simplement pour éviter d'avoir une sortie flottante en quelque sorte, je pensais utile de mettre une résistance de 10 kΩ. Donc je fais exactement la même manipulation, ici ma bande moins sur la masse et la bande positive directement sur la sortie du capteur. Donc on pourra ici constater qu'on a une tension à vide de 0,8 volts, donc qui est totalement différent de ce qu'on avait tout à l'heure. On est très loin aussi des 3 volts, et ici, alors par contre, si j'arrive à avoir, voilà, parfait, et je commence à immerger mon capteur. Donc là, je suis environ à 25%. Là, ici, je suis environ à 50%. Je continue à 75%. Et ici, j'arrive à 100%. Donc on voit encore une fois qu'on n'est pas du tout à 0 volts. Bon, après, encore une fois, je répète, c'est pas parce que les valeurs indiquées dans la description ne sont pas respectées que le capteur n'est pas utilisable. Comme dit précédemment, il suffit juste de rentrer les valeurs minimum et maximum fournies par la sortie du capteur dans l'Arduino, et après tout va se faire normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc je vais tout simplement venir accorder donc la sortie du capteur directement sur mon petit montage. Donc je vais venir éteindre, ici je branche sur la base de mon transistor. Je viens mettre ça, donc mon multimètre de côté. Je viens essayer de vous rapprocher un petit peu tout ça, comme ça sera un peu plus visuel, vous verrez mieux. Je viens rallumer ma breadboard. Je viens me munir de mon capteur et je viens l'immerger progressivement. Donc là, je commence à l'immerger. Donc, vous voyez un petit peu la variation de luminosité de la LED. Là, je suis environ à 25%. Donc, on pourra constater quand même qu'il y a une forte variation sur les 25 premiers pourcents d'immersion. Voilà. Pas du tout immergé. Immergé environ à 25%. Immergé environ à 50%. Et ensuite, entre là et 100%, vous verrez, il n'y a quasiment aucune variation de luminosité. Donc là, 75%. Et ici, 100%. Donc voilà un petit peu au niveau du principe de fonctionnement. Alors après, si jamais ça vous intéresse, ce petit montage, tout ça, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de refaire une vidéo à ce sujet. Et par la même occasion, j'essaierai carrément d'intégrer ce montage à l'arrière du capteur. C'est une simple LED, un transistor et une résistance. Donc ça pourrait carrément passer à l'arrière. Un petit morceau de PCB. De plus, les pattes du connecteur juste ici sont un écartement standard, donc ça va parfaitement pour afficher un PCB. Et en plus, il dépasse juste ce qu'il faut pour venir ensuite ressouder un PCB au bout de ces pattes. Ça permettrait tout simplement de pouvoir directement récupérer la tension d'alimentation du capteur ainsi que le signal de sortie. Mettre tout ça sur un petit montage et puis voilà. Donc dites-moi ça en commentaire si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo à ce sujet. Donc voilà un petit peu au niveau de la présentation du capteur. Bon, j'ai pas grand chose de plus à préciser. Au moins vous avez vu un petit peu comment il fonctionne. Après, comme j'ai dit, en tout cas par rapport aux tests que j'ai effectués jusqu'à présent, il n'y a aucun problème au niveau de corrosion. Ça a l'air de fonctionner parfaitement. Après, j'ai fait un simple test d'une semaine dans de l'eau. Je pense que j'essaierai de pousser par la suite un peu plus loin mon test, bien entendu. Donc si jamais vous avez la moindre question sur ce capteur, n'hésitez pas à me poser en commentaire des vidéos. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Ou alors sinon peut-être que d'autres personnes pourront y répondre à ma place. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne. Mettez un like si jamais elle vous a plu, voilà, ça permet de m'encourager sur mon travail. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire, argumentez.
quel point que je pourrais améliorer. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.